Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le sommet du digital 2022, un sommet consacré au réenchantement de l'expérience client. Bienvenue dans notre cinquième et ultime table ronde du jour. Vous le savez, elles étaient toutes consacrées à différentes étapes du parcours client. Là, on en vient au fait de maîtriser son image en ligne. Je suis rejointe aujourd'hui par un panel d'experts qui va bien sûr partager ses conseils, ses observations, ses pensées sur cette maîtrise, ce contrôle de l'image en ligne. Mais avant de les présenter, je voulais également vous accueillir, bien sûr, vous participants, et également vous demander, si vous le souhaitez, de vous présenter, en fait, sur l'onglet chat qui est à votre disposition, présenter votre rôle, votre entreprise ou vos solutions, peut-être faire part de vos problèmes également. Vous invite vraiment à interagir, à avoir des discussions très ouvertes et très collaboratives, en fait, sur ce qui vous préoccupe vraiment aujourd'hui. Donc, venons-en au cœur du sujet pour cette dernière table ronde du jour. Comment maîtriser son image en ligne avec un peu de contexte quand même, puisque la e-réputation, on sait, c'est un vaste sujet qui se joue à différents niveaux, moteur de recherche, plateforme d'avis en ligne, réseaux sociaux, une fois encore la multiplicité des canaux sert votre croissance, mais rend également la maîtrise de votre image beaucoup plus complexe. Alors que 78% des internautes font confiance aux avis d'inconnus sur Internet, des inconnus, comment se rapprocher de ses clients pour en faire de véritables ambassadeurs? On en discute bien sûr avec nos experts du jour. Je commence par Béranger, consultant en réputation en ligne chez Trustpilot depuis 2018. Béranger, vous êtes chargé d'accompagner les entreprises à créer un maximum de confiance et de transparence sur leurs canaux d'acquisition et de rétention. Et je rappelle que Trustpilot, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est beaucoup, c'est une plateforme d'avis indépendante qui est leader, bien sûr, gratuite et ouverte à tous, avec plus de 167 millions d'avis à propos de plus de 700 000 entreprises. Trustpilot qui offre un endroit, bien sûr, où partager et découvrir les avis sur ces entreprises, tout en leur proposant également des outils pour transformer les témoignages qu'elles reçoivent en levier de développement. Trustpilot qui a pour mission de rassembler les consommateurs et les entreprises pour créer des expériences de meilleure qualité pour tous. Donc Béranger, bonjour. Bonjour Charlotte, bon tout est résumé, j'ai plus rien à dire. Ouais, Bonjour à tout toutes est et à dit. tous. Pas de souci, on va essayer de Merci maintenir nous le joindre. niveau de la journée, carrément, avec plaisir. Et puis on va parler confiance, ça va être un des gros thèmes de la session. Absolument. On accueille également Christophe, qui est un ambassadeur officiel de SEMrush. SEMrush est une plateforme SaaS de gestion de la visibilité en ligne de content marketing qui offre aux entreprises des informations et des solutions pour gérer et pour créer et mesurer des campagnes sur différents canaux marketing. Christophe, qui est également un consultant e-commerce et SEO spécialisé sur le CMS PrestaShop et qui améliore la visibilité et le chiffre d'affaires de ses clients e-commerçants avec un accompagnement sur mesure. Christophe, qui est aussi le cofondateur de l'agence web 410 Gone PrestaShop. Voilà, bonjour Christophe. Bonjour et merci. En effet, tu as là aussi tout bien résumé. Et enchanté d'être avec vous pour cette table ronde. Je pense qu'on va bien s'amuser. Exactement, merci à vous Christophe. On passe à Merci. Erwan, qui est account executive chez Talkwalker depuis 2020 et qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de digitalisation des métiers de la communication et du marketing, et ce, quel que soit leur niveau de maturité digitale. Et je vous rappelle que Talkwalker, c'est une plateforme SaaS d'intelligence conversationnelle basée sur l'intelligence artificielle et qui va permettre aux entreprises de booster leur veille, l'analyse, mais également de faciliter le reporting des conversations en ligne, hors ligne et sur les réseaux sociaux. Bonjour Erwan. Bonjour à tous, merci de m'accueillir et puis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de tous ces sujets passionnants autour de la réputation. Donc merci, puis enchanté. Une discussion qui s'annonce riche en effet. Je rappelle également à nos participants qu'ils peuvent
d'envoyer leurs questions sur l'onglet questions qui est prévu donc à cet effet. N'hésitez surtout pas. Les questions, les grandes problématiques qui vous préoccupent en ce moment, allez-y, c'est fait. Pour ça, on y répondra après, bien sûr, cette discussion. Alors, une première entrée en matière, bien sûr, pour vous lancer sur cette question. Les moteurs de recherche, les plateformes d'avis en ligne, réseaux sociaux, par quoi faut-il commencer pour maîtriser son image en ligne? Je vais bien me lancer, pour le coup. Pour répondre à cette question, on va quand même commencer à la base, en fait, qui est, alors que ce soit B2C ou B2B, c'est exactement le même schéma, mais qu'est-ce que fait le consommateur, en fait, en ligne? Qu'est-ce que vous faites, à titre perso, quand vous êtes à la maison, pour acheter un produit ou un service? Comment vous vous renseignez? Sans surprise, à plus de 90%, ça va passer par un moteur de recherche, Google. D'ailleurs, on Google des informations, on ne Bing pas trop des informations. Donc, si on se base sur Google, la requête la plus basique à taper, et Christophe, tu pourras peut-être me confirmer là-dessus, mais ce serait peut-être avis et le nom de votre marque. Et à partir de ce résultat de recherche, qu'est-ce qui se dit sur votre marque? Laissez-vous peut-être guider pour faire un premier audit. Ça ne coûte rien du tout, si ce n'est juste taper à avis le nom de votre marque. Est-ce que c'est un réseau social qui va remonter? Est-ce que c'est un article de presse? Est-ce que c'est une plateforme d'avis client? Qu'est-ce qui se dit? Et à partir de ce point-là, vous êtes, pour répondre à ta question, Charlotte, capable d'aller peut-être sur le canal qui va le plus parler de votre image et commencer à attaquer ce pilier, et ainsi de suite. Moi, je pense que j'attaquerai comme ça l'image en ligne pour commencer à zéro. Ouais, complètement, Béranger. Moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que le plus important, effectivement, c'est de commencer par définir son environnement. Donc, qui je suis, quels sont mes produits, quel est mon top management, qui sont mes concurrents, qui sont mes influenceurs. Et donc, définir son environnement, je pense que c'est la première étape préalable pour commencer à faire de la réputation. Et donc, par exemple, donc les outils de social listening, en fait, ça va permettre, par exemple, de se décharger un petit peu le cerveau, puisque ça va permettre, en fait, par exemple, d'alerter si quelque chose se passe pas bien, ou donner des KPI qui vont permettre justement de maîtriser l'image en ligne. Enfin voilà, l'idée c'est simplement de travailler comme ça avec plusieurs acteurs. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, vous avez tout bien résumé. Alors en effet, je pense que de tout simplement googler, aller voir ce qui se passe quand on met notre marque, notre nom de marque, notre nom de produit, et puis peut-être automatiser un tout petit peu ça avec les outils, on vient d'en parler. Il y en a un gratuit qui s'appelle Google Alert, qui peut bien faire déjà le taf. Pourquoi pas ne pas commencer par celui-là avant d'aller vers d'autres choses plus fines, évidemment. Juste pour reprendre la question, parce qu'on parle de maîtriser, mais en fait, si on parle de maîtrise, il y a bien entendu un moment d'écoute. Donc là, ce dont on parlait, c'est de l'écoute qui va nous amener à la maîtrise de son image en ligne. Bien entendu, maîtriser, c'est le moment parfait. Donc, il y a un travail de recherche de fond à faire sur qu'est-ce qui se dit sur notre marque. Merci Béranger. Alors, pour poursuivre notre discussion, on est en train de vivre du sujet, avec des aspects assez pratiques, voire pragmatiques. Mais en fait, on va peut-être reprendre en fait cette conversation depuis le début. C'est pour comprendre en fait l'influence de la e-réputation en ligne sur les ventes. À quel point celle-ci est importante? Je peux commencer. Qui Tu veux y aller, Je peux y aller. Allez, encore une fois, qu'est-ce qui se fait en France aujourd'hui? Il y a 9 Français sur 10 qui consultent des avis avant de prendre une décision d'achat. Donc à la base, c'est la notion de preuve sociale. Qu'est-ce que c'est la preuve sociale? On la vit littéralement tous les jours. C'est le fait, que font les autres finalement? Est-ce qu'ils vont tous se ruer vers un restaurant pour manger? Est-ce que ça vous met à l'aise? Alors pendant le Covid, j'ai posé cette question, elle était mal contextualisée puisqu'en fait, on voulait aller dans des restaurants où personne n'était. Mais avant et post-Covid, on se retrouve en fait, si vous avez le choix entre 2 restaurants, entre 2 boutiques remplies ou vides, inconsciemment et naturellement, vous allez vers celle qui est le plus remplie parce que ça nous indique que ça se passe bien, qu'il y a du monde, donc je fais le bon choix. Donc encore une fois, la réputation en ligne, la e-réputation, c'est ce qui se passe en ligne, mais la réputation en ligne, on la vit tous au quotidien, tous et toutes au quotidien dans notre vie réelle. Maintenant, elle est présente et elle est forte. Donc bien entendu, quand on passe sur du digital, la notion est encore plus importante, puisque là, c'est comment est-ce qu'on fait confiance à votre marque ou à votre société? Quels sont les indices en fait qui vont me dire je fais le bon choix? Donc pour répondre à la première question de quelle est l'influence, en un mot, elle est énorme. Pour donner un petit peu un teaser, on va creuser la question. C'est un bon résumé. J'ai juste Merci Béranger. Erwan et Christophe, je vous laisse rebondir là-dessus.
Ouais, j'ai juste une toute petite question technique. Je me rends juste compte un instant que mon navigateur me dit qu'il n'est pas optimisé Problème pour le stream. Est-ce de que c'est connexion bon ou pas peut-être. du coup? Non, en fait, je Juan, pense je ne que sais pas si vous avez eu l'opportunité d'entendre les c'est propos de Béranger et peut-être de rebondir dessus. Ah ouais, complètement. En fait, on s'est rendu compte que plus on connaît les consommateurs, plus on va pouvoir améliorer la stratégie et pour in fine, en fait, l'idée, ça va être d'améliorer aussi les ventes et donc le développement de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, la communication, en fait, elle est très riche, que ce soit sur le web, sur les réseaux sociaux. Automatiquement, voilà, tout ce qui est social data, ça va être essentiel pour driver les stratégies marketing des entreprises, voir un petit peu, voilà, d'où l'influence a vraiment un impact, en fait, sur la partie marketing, produit et donc automatiquement sur la partie vente. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les marques finalement, elles ont, un programme d'influenceurs et ça permet en fait d'avoir un impact direct donc sur les consommateurs et sur les ventes et par exemple, voilà, donc on a l'exemple nous d'une success story qui avait été lancée donc sur TikTok, hein. C'était un magasin qui produisait des donuts et donc ils avaient choisi en fait de, mettre les clients en fait au centre de cette stratégie marketing en mettant en place des systèmes d'influence. Donc les, consommateurs venaient, ils prenaient des photos et cetera et puis ensuite automatiquement, il promouvait en fait l'image de cette fabrique de donuts et automatiquement, voilà, ça a permis de mettre complètement en fait directement le consommateur au cœur de la stratégie. Donc c'est voilà, petite success story parisienne hein, que je peux vous partager, mais effectivement, c'est en tout cas le début, c'est le début de la réputation sur les ventes. Ouais. Et si on revient finalement sur une notion de maîtriser son image et la réputation, encore une fois, on peut passer de l'auto-entrepreneur à la multinationale. Bien entendu, plus c'est petit, plus les budgets vont être restreints. Donc, sur quel outil est-ce qu'on investit? Comment dorer son image en ligne? C'est pas un sujet qui est facile, mais encore une fois, la notion de communauté, elle est très forte. Il n'y a pas besoin d'avoir une communauté de 1 million de consommateurs quand on commence, il faut commencer quelque part. Mais des personnes qui parlent bien de vous, donc ça peut passer par l'influence, c'est hyper important. Il faut commencer quelque part. La voix du client, elle est importante. Tout le superbe travail que vous faites, comment le mettre en avant? C'est en allant chercher ce feedback. Et si quelqu'un demain tape avis le nom de votre marque, il est capable de voir ce feedback. Donc la réputation va passer aussi par là de commencer quelque part et commencer avec la communauté que vous construisez. C'est hyper important. Et tu disais, Arwan, tout à l'heure, avec qu'est-ce que je vends, quel est mon persona, quelle est ma concurrence. Toutes ces notions sont hyper importantes pour que votre e-réputation soit très solide. Merci. Christophe, vous pouvez ouais, réagir sur ouais, le lien entre l'e-réputation en ligne et les ventes. Ouais, alors je voulais pour le coup revenir un petit peu au titre de la conférence et parler d'image de marque et plus que de e-réputation au final tout de suite sur cette partie-là. Moi, je n'entends pas Christophe, mais je me demande en fait si vous... D'accord. C'est bon? D'accord, je vous en prie. On m'entend ou ouais, c'est bon? Moi, je t'entends, Christophe. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, en fait, je voulais revenir au titre, en fait, l'image de marque, parce que c'est peut-être pas que la e-réputation, l'image de marque, et c'est aussi une notion de. Je vous laisse poursuivre cette discussion, je vais me reconnecter. C'est moi qui ai des problèmes de connexion, semble-t-il. C'est aussi une question de notoriété, et du coup, moi, j'attaque cette chose-là sous la vision de mon prisme SEO. Et finalement, en SEO, on entend beaucoup parler des algos de Google et du fameux EAT, Expertise Authority Trust. Et en fait, on doit, via cette image de marque, via cette notoriété, apporter de la confiance à Google et aux internautes. Et sans ça, on ne fait pas de vente, que ce soit par le biais de l'obtention du trafic ou par le biais de la vente directement. Donc, cette notion d'autorité de marque et d'entité nommée, hein, finalement, aujourd'hui, elle est plus que importante dans les moteurs de recherche. Donc, c'est aussi en ce sens-là que c'est vraiment important de maîtriser sa marque, de en effet maîtriser les avis qu'il y a autour, mais on sait que finalement, aujourd'hui, et on a tous le cas, et moi je sais que j'en parle avec plein de gens, il y a aussi une notion de qualité de l'image de marque en fonction de la position dans un résultat de recherche. Si je recherche un vendeur d'agrafeuse, excusez-moi, c'est le premier objet qui m'est venu sous la main, si je cherche un vendeur d'agrafeuse, eh bien finalement... Je sens bien qu'il se passe quelque chose. Quelques problèmes de connexion, je n'entends pas. Mais alors, du coup, je vous prie en fait, de rester connecté. Je vais vous lancer en fait sur la prochaine question que nous avions sur vous, sur l'e-réputation. C'était en fait les KPIs à prendre en compte pour mesurer la performance de son image en ligne. Alors, je vous laisse, comme des grands, répondre à cette question le temps que je me reconnecte et que j'arrive à résoudre mes problèmes de connectivité. Merci.
Alors, je vais juste finir mon histoire d'agrafeuse, du coup, si on m'entend. En général, dans la tête des gens, la personne qui vient finalement prendre l'une des 2, 3 premières positions dans Google gagne en image de marque et en notoriété. Et je le vois encore récemment, j'ai eu un exemple avec ma femme où on a dû acheter un truc spécifique et elle m'a dit, bah, ceux-là, ils doivent être bien parce qu'ils sont dans les premiers de Google. Donc voilà, cette notion de... C'est pas forcément une relation de cause à effet, évidemment, mais on voit que les gens qui vont investir pour être dans les premières places de Google vont gagner aussi en image de marque et en notoriété. Et du coup, après, iront ou pas chercher des avis positifs, ça c'est un autre débat. Sur la prochaine question, donc pour la récapituler, quels sont les KPI à prendre en compte pour mesurer la perf de votre image en ligne? Je pense que de toute façon, Christophe, là, la partie SEO est vitale, on en a parlé. Encore une fois, est-ce que vous, aujourd'hui, vous feriez confiance à votre marque? Quand vous tapez le nom de votre marque sur Google, est-ce que déjà vous faites confiance, vous dites, l'exemple de ta femme, il est parfait, Christophe, puisqu'en fait, on le fait tous à la maison. Est-ce que vous feriez confiance à votre marque? Une fois vous cliquez sur un des liens proposés par Google, dans le top 3, top 5, renseignez-vous sur ces liens. Encore une fois, si on creuse, la même question, est-ce que vous faites confiance à votre marque? Est-ce qu'elle envoie une bonne image de vous? Donc, sur la partie KPI, je pense que c'est le plus facile, c'est de faire votre audit avec votre ressenti. Si vous sentez en vous-même que ça ne va pas, c'est que les consommateurs en face se diront la même chose. Il n'y a rien de très factuel là-dedans, c'est purement un ressenti humain, mais encore une fois, c'est de l'impulsif, et l'impulsif aide à la vente, donc va impacter votre réputation aussi. Donc moi, le premier KPI, je partirai là-dessus, du ressenti pur et dur humain, pour le coup. Ouais. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Béranger. En fait, je pense que vraiment, les KPI, en fait, à prendre en compte, ça dépend vraiment des objectifs de chacune des entreprises, en fait, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais KPI en soi. Ça dépend vraiment de l'objectif à l'instant T, ce qu'on veut atteindre. Et par exemple, bon, on a fait le choix, par exemple, d'avoir 3 indicateurs de performance prioritaires, donc la volume, l'engagement et donc la portée potentielle. Et donc après, voilà, il y a des entreprises qui vont plus se focaliser sur certains KPIs plutôt que d'autres. Mais ça dépend vraiment, encore une fois, de l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est plutôt voir un petit peu la viralité, recruter des nouveaux influenceurs, par exemple? Enfin voilà, l'idée, c'est justement de pouvoir se focaliser sur les bons KPI pour pouvoir en fait mettre en place une stratégie d'influence de qualité. Rien de, pas grand-chose de plus à ajouter. Moi, c'est vrai que si je reviens sur la partie purement SEO, c'est vrai qu'on a aussi nous tendance à venir analyser dans les trafics, dans les sources de trafic depuis les moteurs de recherche, quelle est la part de trafic entre guillemets de type marque, de type branding, la part de trafic de type plus générique. Et évidemment, plus l'image de marque de la société va être développée, plus on aura de l'accès direct et facile sur du branding. Et forcément, si la marque est connue, on vend plus facilement. Donc c'est vrai que c'est tout ce travail de faire reconnaître la marque en amont et de donner confiance via les réseaux, via le site, via du contenu de qualité qui permettra de suivre ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à regarder ces deux, clairement, cette différence entre qu'est-ce qui est du trafic lié à la marque et qu'est-ce qui n'est pas lié à la marque. Sachant que pour nous, en tant que consultant SEO, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, on a du trafic sur la marque, donc notre job, c'est aussi d'aller chercher hors marque. Mais malgré tout, on le voit, nous, sur des mots-clés compliqués. Eh bien, les marques de notoriété vont truster les premières places et ça sera très difficile d'aller les chatouiller. Donc, on va vraiment nous garder cette notion de marque et de notoriété de la marque. Et pour le coup, alors sur la partie confiance avis, il y a des sociétés pour le coup qui ont déjà une présence en ligne sans même le vouloir. Il se dit des choses sur elles sur plein de canaux, hein, pour le coup. Donc déjà là, c'est un premier indicateur. Il y a un besoin de confiance en face qui n'est pas répondu. Donc le dialogue avec le client, avec sa communauté, il faut y renouer. Il y a des marques pour lesquelles plus grosses ou moins grosses qui n'ont pas cette problématique. Alors c'est bien et pas bien, parce que c'est bien aussi quand il y a un engagement. De partir de zéro, ça vous donne une page blanche. Mais encore une fois, il y a tout à construire. Donc pour moi, l'écoute passe aussi par là de qu'est-ce qui se dit déjà sur moi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment j'y réponds et comment j'essaie de travailler ça en levier d'acquisition pour redorer l'image en ligne. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi sur la partie sur justement cette stratégie omnicanal à mettre en place justement pour valoriser forcément certains médias ou certains sites qui nous permettent d'être plus pertinents aussi sur l'approche de notre audience. Et je pense que les avis justement aident beaucoup par rapport à ça. Et effectivement, d'un média à un autre, on n'aura pas peut-être la même pertinence, le même type d'audience. Et l'idée, c'est justement ça, de se rapprocher du consommateur et à partir en identifiant les bons canaux sur lesquels il faut évoluer à l'instant T, quoi.
Ouais, puis ce qui est rigolo, c'est que finalement, ces canaux, ils sont pas forcément numériques non plus, hein. Regarde des marques comme Red Bull ou autres, ils ont construit toute leur stratégie de marque et de notoriété sur rien à voir avec du digital. Ils sont allés sponsoriser des événements, ils ont cherché l'extrême, etc. Donc il y a plein de possibilités d'aller se construire cette image de marque, cette notoriété sans être sur le web, quoi. En fait, dans ce que tu dis, Christophe, on l'a déjà dit, mais il y a la notion de communauté. Ouais. Votre groupe d'amis, votre famille, c'est votre Eh communauté. oui. En ligne, il y a une communauté autour d'une marque qu'on peut perdre très facilement, qui est plus difficile à garder, mais qui peut être un vrai levier de vente, bien entendu. Donc pour moi, nous, la communauté, on la travaille beaucoup. Comment est-ce qu'on engage? Donc c'est en lien avec Erwan, avec ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est lié avec du volume. Donc tous ces piliers sont liés. Maintenant, pour les maintenir debout, c'est un peu plus difficile, bien entendu. Et ça demande une vraie implication et un engagement de votre part pour les impliquer, pour les valoriser, pour leur dire je t'ai entendu et merci de faire partie de notre famille, en fait. Si je devais. Merci à vous, je suis de retour. Je vous remercie d'avoir repris la main pendant ce petit temps de flottement. Et il me semblait que vous étiez en train de répondre aux questions sur les avis des clients pertinents, comment les récolter. Donc, je pense que vous avez fait peut-être le tour de la question, justement. Alors, la prochaine question, bien sûr, que j'avais à vous poser, c'était en fait les moyens, peut-être, pour retourner à son avantage un avis négatif, si c'est possible, et comment on peut le faire de façon subtile et surtout efficace. Alors, on avait sauté la On n'a question. pas forcément fait la question 4 encore. Ouais. Ouais. Je peux la répéter, j'ai devant des yeux. C'était comment récolter des avis clients pertinents. D'accord. Donc, à la base, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un avis pertinent. Un avis pertinent, moi, si je devais le définir, c'est un avis qui est transparent, qui est non biaisé. Donc, on ne demande pas à son réseau d'amis de venir déposer des avis pour sa marque. Ça n'a aucune crédibilité, ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Idéalement, c'est suite à une expérience d'achat, ou dans un cas d'un B2B, suite à une expérience de service. Donc, c'est une expérience qui peut être prouvée, écrite, d'accord. Et à un moment donné, quand est-ce qu'on invite? Si vous achetez une crème pour votre visage aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas me demander d'évaluer tout de suite la crème. Si vous achetez une trottinette électrique, idem. Il y a un temps entre le moment où j'ai acheté, où j'ai eu ma prestation, et le moment donné où je vais devoir évaluer cette prestation pour faire mon feedback et l'envoyer à la marque. Donc, moi, j'y répondrai comme ça. Je ne sais pas si vous voulez compléter peut-être ce point. Ouais, complètement. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les données, elles sont déjà nombreuses, hein, le volume de plus en plus conséquent, et c'est vrai qu'elles proviennent de sources complètement différentes et de plus en plus complexes. Donc, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir convertir toutes ces données en insights. Et en fait, la vraie question, ça va être où est la voix du client aujourd'hui? Et en fait, la réponse, elle est relativement simple. Ça va être sur le social, tout ce qui va être les sites d'avis, évidemment, hein, tout ce qui va être le système de ticketing, les sondages. Et donc, le tout, en fait, ça va être de collecter donc l'ensemble de cette data, qu'elle soit donc du consommateur ou du client, bien la catégoriser pour obtenir ensuite des insights et donc prendre des bonnes décisions à partir de ces données organisées et intelligibles finalement. Et donc voilà, moi c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas grand-chose à ajouter. Moi, j'ai éventuellement une question pour toi, Béranger, du coup, parce que alors moi, j'ai été dans une autre vie e-commerçant, et à l'époque, très très tôt, je m'étais lancé sur de la collecte d'avis. Alors malheureusement, pas avec ta boîte, mais peu C'est pas importe, grave. ça avait bien fonctionné à l'époque, et moi, donc c'était vraiment c'était un truc de dinosaure, hein, c'est vraiment il y a très longtemps. Et quand j'avais lancé les avis, j'avais eu moi un boost vraiment super important de mon taux de conversion, hein. Je l'avais vraiment senti, et c'était chiffrable à l'époque, peut-être un plus 10, plus 20%, hein. C'était costaud. Je ne me rends pas compte aujourd'hui, pour une boîte qui n'aurait pas d'avis, si toi tu as des retours là-dessus sur dire ok, je lance un outil de récolte d'avis. Donc rappelons que ça va envoyer automatiquement des mails à tes clients qui font une commande sur ton e-commerce, etc., etc. Et tu sais le chiffrer aujourd'hui, cet impact? Ouais. Si je devais aller simplement sur du chiffre en évitant tout ce qui se passe avant, il y a plein de variables externes, hein. Encore une fois, quelle est l'image de votre site, quelle est la communauté, quel est le trafic que vous dégagez en payant ou en naturel, etc. et en social. Mais en conversion, ça peut littéralement aller de 0,1 à des fois des augmentations à 3 chiffres en pourcentage. Ouais. Okay. Donc, tu vois, j'ai une marque qui avait fait plus 42%, et en fait, ils ont commencé à 0,6, ils ont fini aux alentours de 1. Donc, 42, ça choque, mais en l'espace de 1 an, c'est énorme, en fait, sur un chiffre d'affaires. Donc, ton taux à 10-20%, il est astronomique, mais tu as des marques qui font beaucoup plus. Simplement,
Parce qu'aujourd'hui, marque à marque, pourquoi est-ce que, j'en reviens toujours à cette notion de confiance, pourquoi est-ce que je vous fais confiance? Pourquoi un client va choisir votre société en fait? L'UX, lui, votre référencement, ce qui se dit sur vous, et sur votre site, c'est là où la transaction potentiellement va se faire. Qu'est-ce que les autres ont fait en fait? Qu'est-ce qu'ils disent de leur expérience produit au site? Est-ce que c'est un avis d'il y a 1 an ou est-ce que c'est un avis d'il y a 3 semaines? Donc cette notion de fraîcheur, elle est importante. Et donc Christophe, pour finaliser ça, oui, les avis ont un vrai impact, enfin, c'est indéniable, c'est prouvé plein de fois sur la conversion. Merci. Allez, on reprend le fil, mais cette fois pour de bon, je l'espère en tout cas, avec cette question sur en fait, les moyens de retourner à son avantage un avis négatif. On a d'ailleurs une question auquel on répondra après cette table ronde là-dessus, sur le fait que comment on peut lutter justement contre ces avis défavorables, pas toujours bien intentionnés, parfois faux. Mais alors voilà, comment retourner Alors à la base, je vais peut-être rebondir là-dessus, il ne faut pas avoir peur de l'avis négatif. Je vais quand même démystifier quelque chose. Il y a une fausse idée malheureusement qui dit que l'avis négatif fait mal, elle est vraie, mais pas que. Il fait mal s'il n'est pas écouté, s'il n'y a pas de réponse, ou s'il est répondu avec le mauvais ton de voix. Imaginez que vous achetiez un produit en ligne, ça s'est mal passé, vous laissez un feedback dessus, alors peu importe le canal par lequel vous passez, et la marque le prend très personnellement. Est-ce que franchement, vous allez faire confiance à cette marque? Je vous laisse répondre à cette question. Donc, le ton de voix est hyper important. Vous représentez votre entreprise, votre équipe, service client, community management représente l'entreprise. Donc, comment le retourner à mon avantage? Déjà, il va falloir bien y répondre. D'accord? Dans les avis négatifs, il y a du légitime et il y a du non légitime. Dans le non légitime, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui n'est pas légitime, mais si on part sur l'idée d'un concurrent, aujourd'hui, un avis n'a pas raison d'être si il vient d'un concurrent. Il faut qu'il y ait une preuve écrite d'expérience. D'accord? Donc, comment le retourner à son avantage? Y répondre, le centraliser dans une stratégie de collecte. 10 mauvais avis sur une entreprise qui ne fait rien, bien entendu que ça va faire du mal, c'est logique. Maintenant, 10 avis négatifs sur une entreprise qui collecte proactivement et qui a peut-être 50, 100, 500 000 avis, ça donne de la crédibilité. Ça prouve qu'on est en France, on n'est pas parfait. Et heureusement, parce que ça nous permet à tous de prouver que comment est-ce qu'on s'améliore, on répond et on valorise le client. Donc, voilà comment je retournerai un avis négatif. C'est exactement ça. Et moi, pareil, pour l'avoir vécu quand j'étais e-commerçant, mais même on le voit très très bien aujourd'hui, là où je trouve que tu as tout à fait bien résumé la chose, c'est de ne surtout pas avoir peur de l'avis négatif, voire même au contraire. Aujourd'hui, on va tous acheter des trucs sur Amazon. On tombe tous sur des produits made in China où il y a 2500 avis positifs et il n'y a pas un négatif au milieu. Tu te dis non, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui cloche. Donc, en effet, ça fait fake quand t'as pas au moins un avis négatif, quand on peut pas être parfait tout le temps. Il peut y avoir une erreur de livraison, il peut y avoir quelque chose. Et donc, avoir finalement quelques avis négatifs, mais pas très, très graves, quoi. Genre, OK, le produit est arrivé avec un jour de retard. OK, tu t'excuses et c'est plutôt bon signe et ça a tendance à au contraire montrer que c'est pas faux, quoi. Il y a une nouvelle tendance d'ailleurs qui est vraiment en train d'arriver et d'émerger, ce qu'on va appeler le marketing honnête, mais c'est qu'en fait des marques, j'en vois pas beaucoup, mais c'est vraiment en train d'arriver, qui font de la promotion d'avis négatifs dans leur acquisition. C'est-à-dire qu'ils vont faire une pub sur Insta ou Facebook ou même une newsletter, et au lieu de dire des avis positifs, ce qu'on est tous conditionnés à voir, en fait ils vont jouer sur les avis négatifs. Mais ils vont donner du contexte par rapport à l'avis négatif. C'est-à-dire qu'ils vont dire peut-être que oui, on a eu des mauvais et négatifs, mais attendez, on a tant de volume, on est super impliqué, etc., etc. Donc en fait, ce qui peut être une peur pour certaines marques est une force pour d'autres. Donc, mais il faut que ce soit maîtrisé. On en revient toujours à la base. Il faut que ce soit dans un flux qui représente bien votre entreprise. Donc, c'est vraiment en train d'arriver et ça va, je pense, changer la donne côté consommateur. Et en allant plus loin, c'est super bénéfique d'avoir des avis négatifs puisque ça va t'aider à t'améliorer, tout simplement, parce que tu peux avoir des process qui ne fonctionnent pas et donc ça va t'aider à t'améliorer. Et l'espèce de truc où on te dit mais finalement tu transformes un client mécontent en ambassadeur de ta marque, ça existe. Moi j'ai eu plein le cas quand j'étais e-commerçant, on avait un souci sur une commande, mais si tu traitais bien ce problème et que tu finalement résolvais le souci de ce client-là, tu étais à peu près sûr d'avoir un client fidèle derrière parce qu'il savait que chez toi on traitait les problèmes, alors qu'il ne savait pas chez un concurrent comment ça allait être. Donc ce n'est pas une fake news, entre guillemets, de se dire qu'un avis négatif bien traité peut transformer un client mécontent en ambassadeur. Et sachant qu'un client devient fidèle au moins à la 3e commande, en acquisition, il y a un vrai travail financier de votre côté, un effort à faire de toute façon pour vraiment leur dire, les mettre aux petits oignons et leur dire ça va bien se passer. Et même si ça passe mal,
on est présent On est et là. on est l'écoute. En fait, il C'est faut ça. assumer. Il y a ça. des marques qui malheureusement ne veulent pas assumer, c'est un choix stratégique et on le respecte. Mais que fait le consommateur? Que pense le consommateur? Et à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'il vous fait confiance? C'est là où il va sortir la carte beaucoup plus facilement et revenir chez vous et dépenser et faire du bouche-oreille dans son réseau. Et donc votre communauté va grossir avec un effet beaucoup plus vertueux. On a beaucoup de questions là-dessus, hein. Certaines passent nécessairement sur les avis négatifs qui ont un certain bien fondé, mais sur les avis, vous voyez, nuisibles, hein, avec une velléité vraiment de nuire à la réputation de l'entreprise. On y reviendra. Il y a aussi des questions de bad buzz, ça, c'est un peu plus complexe aussi. On y reviendra. Erwan, vous avez quelques mots, observations peut-être à livrer sur cette question des avis négatifs? Non, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a Christophe et Béranger. Après, bon, c'est vrai que le plus important, effectivement, c'est ça, c'est d'arriver à transformer des potentielles crises en opportunités. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est d'être informé. Donc, la réactivité, c'est un point clé parce que c'est ce qui va permettre rapidement de donner une réponse. Voilà, lorsqu'on a un avis qui date d'il y a un an, bon, bah, ça va pas être pertinent. Quand on a 3 semaines et qu'on y répond dans les jours qui viennent, automatiquement, on va se rendre compte que, bah, du coup, il y a des actions qui sont faites. Et pour ça, c'est important aussi d'être alerté sur ce type de sujet-là pour pouvoir prendre des décisions rapidement et éviter voilà, que l'image de la marque soit durablement impactée, quoi. Donc c'est vrai qu'à court terme, je pense que tous les acheteurs, hein, quels qu'ils soient, ils sont prudents. Il y a une première prudence parce qu'ils ne connaissent pas, ils se fient à des avis, etc. Mais après, c'est vrai qu'à moyen et long terme, une fois que la confiance est là, c'est là où vraiment on va commencer à fidéliser et à croître un petit peu. En fait, pour vraiment finir ce chapitre sur la partie que je vois un petit peu les questions qu'il y a sur la partie pollution, finalement, les haters, les trolls, peu importe comment vous les nommez, il y a multiples canaux sur lesquels ils peuvent aller. Ils peuvent aller sur une plateforme d'avis, ils peuvent aller sur un forum, sur un blog, sur du réseau social. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui pour une marque. Ça va vous coûter du temps et de l'argent d'aller travailler ceci. Ils peuvent même vous dire, tiens, je vais dupliquer l'avis sur tous les canaux. Mais encore une fois, si on revient au chapitre SEO et Google, quels sont les résultats des premiers de la recherche, en fait, hein. Comment ça se positionne? Est-ce que c'est centralisé? Et on est tous assez structurés. Vos consommateurs le sont aussi. Il y a des cas un peu extrêmes, mais ils vont lire, ils vont se renseigner. Donc, encore une fois, oui, il y a peut-être quelque chose qui se dit et que vous n'arriverez pas à contrôler. Mais encore une fois, la source principale qui centralise tout ça va donner beaucoup plus de crédibilité et donc détruire finalement ces haters. Moi, j'avais une petite astuce pour les haters. En fait, à l'époque, je savais pas bien comment les gérer, moi, quand j'étais e-commerçant. Et en fait, je faisais une grosse erreur, c'est que je nourrissais le troll. C'est-à-dire que je répondais, la personne répondait, je répondais, il répondait, et en fait, bah, tu donnes au final une visibilité de dingue à tout ça. Donc en gros, et moi j'avais lu cette astuce-là, en gros tu laisses le hater, bah, il te pose un commentaire il te détruit. Donc en général là tu trouves forcément toutes les failles du truc et tu expliques, bah on vous a jamais vu au magasin, on vous connaît pas. Enfin tu trouves les 3-4 bons mots qui fait que tu expliques que son commentaire c'est du fake. Tu le laisses gentiment répondre et ça s'enterre. C'est fini. Tu ne réponds plus après et c'est bon, ça va s'enterrer. Alors que si tu continues à essayer de te battre contre ça, bah, ça va rester là-haut dans les trucs visibles. Donc, en gros, c'était la stratégie en 3 coups. Il t'insulte, tu réponds proprement en montrant que c'est du fake. Il peut continuer à s'énerver, il est tout seul à jouer. C'est fini, c'est enterré. Très belle astuce, Christophe. C'est de bons conseils, merci Christophe. Alors, j'ai une dernière question à vous poser avant de passer aux questions de nos participants, qui sont assez nombreuses quand même. Et on viendra encore sur cette notion de bad buzz, comment retourner tout ça, parce qu'effectivement, ça préoccupe beaucoup nos participants. Mais la dernière question, peut-être, en fait, elle est vraiment axée sur le fait de mettre le consommateur au sein de l'expérience. À quel point c'est important et comment on le fait. Je vous laisse. Béranger, vous avez l'air prêt. Allez, nickel. Je voulais laisser la place. Bah, en réalité, la réponse, elle est toute faite. Enfin, c'est hyper important. Je ne vais pas vous l'apprendre, hein. Il faut placer le consommateur au centre de votre stratégie, non pas le client est roi. Ça, c'est peut-être la vieille théorie. Mais encore une fois, le respecter, lui montrer qu'on assume dans le bien et dans le moins bien. Et créer ce dialogue. C'est le dialogue qui est le plus important. Je vous remets à titre personnel parce que quand on prend une expérience perso, c'est beaucoup plus facile de relater. Mais si vous avez une expérience avec une plus grosse marque, une banque par exemple, ça se passe mal, il y a une frustration, vous enchaînez vos appels service client, etc. Je suis quasi sûr que vous n'allez pas avoir une bonne opinion de cette entreprise. Donc, être écouté, c'est vital. Une entreprise qui sait dialoguer avec le bon ton de voix,
Tu l'as dit, Erwan, qui sait répondre au bon moment à un sujet, à un avis, à un commentaire, ça va faire toute la différence sur le suivi. Ça va donner de la fraîcheur, ça vous crédibilise en fait. Donc pour moi, c'est vital de placer le consommateur au centre et avec une stratégie omnicanale, bien entendu. Ouais, bah après, je pense que de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres alternatives. L'être humain est fait comme ça, il aime qu'on lui parle de lui, il veut pas qu'on lui parle d'autre chose, il est égocentrique. Donc, à un moment, on n'a pas bien le choix, on va faire avec. Donc, moi, j'aime bien ressortir un petit peu souvent les notions de besoins primaires et de besoins secondaires d'un être humain, mais il faut aller remplir ces besoins-là. Donc, il a besoin alors certes, de survivre, de manger, de boire, mais après, il a besoin de se divertir, il a besoin de charmer, il a besoin de réussir, il a besoin il est curieux, etc. Il faut remplir tout ça pour qu'il soit heureux. Donc après, forcément, on va le mettre au centre de tout. On va travailler les personas et on va lancer toute notre stratégie de communication autour de tout ça. Donc et voilà, aujourd'hui, on ne peut être que user-centrique. Je pense qu'on n'a pas tellement le choix parce que sinon, on va se planter de toute façon. Erwan, je vous laisse réagir en guise de conclusion finalement. Non, bah complètement. Je pense que de toute façon tout a été dit. Et c'est vrai que c'est une question qui est qui coule un peu de source, hein, parce que je pense que le plus important c'est ça, c'est écouter le consommateur, le mettre au centre de sa stratégie et répondre à ses besoins, à ses attentes en fait. L'idée ça va être d'identifier très tôt ses opportunités, les menaces et proposer des réponses qui vont être adaptées. Donc à chacun des cas. Et c'est vrai que bon, on a vu qu'avec la pandémie, il y a eu tout un tas d'incertitudes croissantes finalement entre les conflits internationaux, les hausses de l'inflation, des coûts, etc. Et tout ça, ça va venir impacter la stratégie des marques. Et pour ça, ça demande des grosses capacités d'adaptation. Donc après, effectivement, hein, plus on se rapproche du consommateur, plus on obtient la confiance. Et puis après, ça reste un cercle vertueux, hein. C'est-à-dire que il faut vraiment prendre en considération, voire large, que ce soit des sites d'avis, que ce soit des médias en ligne, voilà, que ce soit du référencement SEO, etc. Je pense que toutes ces solutions-là sont importantes à creuser, voire cruciales pour définir une stratégie de qualité. Et donc voilà, je pense que voilà, le client, le consommateur sera au centre de cette stratégie à ce moment-là, ouais, complètement. Très bien, merci Erwan. On passe à nos questions des participants. On va commencer par Amaury, puisqu'il nous avait envoyé une question lors de la table ronde précédente auquel on n'a pas pu répondre. Alors, Amaury nous demande, et c'était un des premiers à en poser en plus, alors que pensez-vous des métamoteurs genre CRX pour permettre de suivre la réputation cross-moteur et sans biais d'origine de requête? Alors, je ne répondrai pas à cette question, hein, je vous laisse. Je vais être obligé de passer mon tour. Je ne connais pas du tout Cyrex et compagnie. Je ne sais pas. Alors c'est cool parce qu'au moins j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je vais aller chercher ça en sortant de la conférence, mais je peux pas répondre. Je sais pas. D'accord. Je pense qu'on a tous la même situation. Moi, je ne connais pas non plus Cyrex pour être tout à fait transparent. Et donc voilà, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question malheureusement. C'est pas de chance pour Amaury, mais Amaury, pour Amaury. à nous en dire un peu plus, mais c'est intéressant. C'est aussi quand même le but de notre discussion de découvrir de nouveaux outils, de nouveaux produits, enfin, et d'en débattre ensemble. Donc ça avait ce mérite-là. Une question de Léa maintenant, et Léa qui a fait appel à 3 influenceurs, dont un influenceur de grande qualité qui partage les mêmes valeurs que sa marque et la même communauté, avec un e-shop, design agréable, un code promo offert, etc. Mais il n'y a eu aucun retour. Alors pourquoi ce flop selon vous? Qu'est-ce qui a pu se passer? Moi, je penserais déjà, si on en revient à la notion d'image en ligne, quelle est l'image en ligne de votre shop aujourd'hui? Comment est-ce que, demandez à un ami ou quelqu'un, enfin un collègue, comment percevez-vous notre shop peut-être. Donc après, je vois que code promo, il n'y a eu aucun retour. Est-ce qu'il y a eu des clics depuis la vidéo de l'influenceur? J'ai analysé le trafic qui a pu arriver par là. Et, ouais. Comprendre s'il n'y a eu aucun clic, bon là pour le coup, ça mérite conversation, peut-être pas sur ce webinaire, mais en tout cas sur cette table ronde. Mais analyser le trafic, où est-ce que vous avez perdu peut-être les visiteurs sur votre site, d'accord? Combien de temps ils sont restés sur les pages qui sont venus? Après, c'est de la donnée, ce serait plus de l'analyse, moi je pense. Ouais, je pense qu'il faut creuser un peu de manière statistique, voir ce qui s'est passé. Soit il y a eu une erreur dans le message au départ, ou finalement peut-être que l'influenceur avait l'air de correspondre, mais que finalement le public cible de cet influenceur n'était pas exactement le bon. Ça peut être une première
problématique. 2, en effet, s'assurer que cette action d'influence a eu une génération de trafic, voir qu'on voit des pics quand même sur le site par rapport à ce qui se passe d'habitude. Et puis, en effet, si ça n'a pas converti, est-ce que le code promo n'était pas suffisant par rapport à la cible de cet influenceur? Si l'influenceur a l'habitude de donner des codes promo à moins 50%, est-ce que c'était le bon code promo? Et puis, ou est-ce qu'il n'y avait pas tout simplement une problématique technique sur le site à un instant T? Là, il faut creuser dans les stats pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est vrai que ce que demandait Léa également, c'était en fait des conseils pour avoir un vrai succès grâce aux influenceurs. Quelle stratégie il faut adopter? Alors, j'avoue que je ne pourrais pas répondre sur la partie influence. Mais C'est vraiment un secteur à part. Ouais, c'est un secteur à part. Alors, pareil, je ne voudrais pas dire de grosses sottises. C'est quelque chose que moi, j'ai fait quand j'étais e-commerçant avec plus ou moins de succès de la même manière. Après, voilà, je manque là de retour d'expérience récent pour vraiment apporter de la plus-value sur cette partie influenceur. Après, malheureusement, aujourd'hui, souvent, les bons influenceurs, ça coûte quand même assez cher. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans cette stratégie et calculer le retour sur investissement, en effet, qui n'est pas forcément simple. Donc, peut-être contacter l'influenceur, essayer d'avoir déjà des statistiques d'anciennes opérations qu'ils ont pu mener avec d'autres marques, essayer de partir le moins possible dans le flou, parce que je pense que ça peut vite être un gros échec, en effet. Merci. Une question de Jeff à présent. Est-il encore possible de traquer l'origine des acquisitions Google entre le flux image et le moteur généraliste? Question bien précise de Jeff. Avez-vous des réponses à lui apporter ou... C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Il faut juste que je vérifie. J'ai un doute à un instant T. Je suis en train de... Joker, et je vais juste vérifier. J'ai un doute à un instant T. Là. Ça me donne l'opportunité également quand même de rappeler à nos participants qui peuvent vous contacter directement, ultérieurement, pour discuter de tout ça. Bien entendu, d'autres observations, questions éventuelles qu'ils auraient. Le but du jeu, comme je le disais, de notre exercice, c'est d'établir des connexions, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à contacter nos experts. On poursuit notre petite tour notre foire aux questions, n'est-ce pas? On va revenir quand même sur ces questions des avis négatifs avec Eric qui se demande comment gérer les faux avis qui polluent. On a abordé un petit peu cette question quand même, mais les avis des concurrents, des jaloux, des personnes mal intentionnées, à combiner avec la question de Vincent qui est assez similaire, c'est comment gérer les haters, ce qui nuit à l'image de l'entreprise pour des raisons personnelles. Est-ce qu'on supprime le commentaire? Est-ce qu'on fait comme Christophe? On répond, voilà, on essaye de les démasquer, voilà, en tant que fake, et puis après on s'arrête là. Est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on y répond de manière très professionnelle? Qu'est-ce qu'on fait? À la base, il faut commencer où est-ce que sont déposés ces avis. D'accord? Et le lieu où ils sont déposés, quelles sont les règles d'utilisation pour un consommateur lambda pour venir déposer cet avis? Il y aura toujours des CGU, c'est logique. Donc moi, je commencerai par là, en fait. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur chaque canal, creuser comment faire supprimer, faire éditer l'avis directement et après avancer par étapes, simplement. Pour vraiment rester généraliste, puisque il y a trop de cas par cas finalement dans cette question. Ça peut être sur tellement de canaux différents, pardon. Mais ça montre, comme on disait un peu précédemment, que le fait de bien gérer ces réponses hostiles et négatives, c'est aussi une façon de booster sa réputation, finalement, de tourner en fait la situation dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas à négliger dans ce sens-là. On continue avec toutes nos questions. Alors, c'est une question un peu plus générale parce que justement, quand il y a trop d'avis négatifs, quand il y a un bad buzz, on fait comment dans ces cas-là pour changer un peu sa réputation? Il va falloir déjà y répondre, de toute façon. Et après, il y aura un travail naturel, encore une fois, selon le canal. Je vais appeler ça le nettoyage, mais de commencer à voir qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est basé sur quelque chose de réel ou pas. Et après, comment essayer de s'améliorer pour que le bad buzz ne vous tire pas vers le bas constamment. Pour redresser, est-ce qu'on parle de milliers d'avis? Est-ce qu'on parle de 50 avis? Il y a beaucoup de variables aujourd'hui selon la taille de l'entreprise et du bad buzz. Mais donc, est-ce que vous collectez proactivement ou pas? Si c'est sur un forum, après, Erwan, c'est peut-être plus ta partie sur la partie écoute. Comment gérer ça?
Ouais, bah, complètement. Bah, déjà, première chose, quand on a un bad buzz, c'est déjà voir un petit peu la viralité du message. Sur quel type de média est-ce qu'il est parti? Dans quelle mesure est-ce qu'il s'est propagé? Est-ce que c'est international? Est-ce que c'est très local, et cetera? Pour déjà avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Et puis ensuite, effectivement, dans un second temps, ça va être d'apporter une réponse adaptée. Voilà, enfin, ça peut être, ça peut être une réponse, voilà, une réponse simple, juste pour, faire en sorte que cette crise se transforme en opportunité, justement. On a peut-être fait une bêtise, on n'a pas été bon là-dessus, on va faire mieux et on vous le prouve en vous répondant, et cetera. Donc il y a des engagements de principe qui sont pris aussi par l'entreprise, et après, bah, effectivement, ça prend du temps. Il faut complètement, voilà, gérer la chose, dans les Amaury temps. nous est revenu avec un peu plus d'explications sur le fameux métamoteur CRX. Vous voyez peut-être sa réponse dans les questions. En fait, c'est un métamoteur anonymisant. En gros, selon lui, la recherche sera lue un peu partout, Google, Bing, Yandex, mais aussi D'accord. sur tout type de sujet, donc images, vidéos, sons, etc. Donc comme ça, on en sait un peu plus. À quel point ça peut être utile, ce genre de choses ou pas. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si on passe à autre chose, mais on a nos explications sur le fameux métamoteur. Alors, on va peut-être passer en fait à une question de Jeff. Peut-on obtenir des avis produits si l'usage de ceux-ci se révèle sur un temps assez long? Puisque Jeff vend des semences potagères. 100% Jeff, c'est une très bonne question. Et oui, absolument, c'est tout à fait possible. Et René Christophe, vous voulez rebondir là-dessus? Pas spécialement, tout va bien. Non, non plus, Il faut du temps, de l'amour et beaucoup de pluie en fait pour récolter les avis positifs en ligne. Ouais. Et alors, je regarde encore notre foire aux questions. Alors, une question de Yonka qui est pertinente aussi, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir des avis Google de la part de nos clients ou comment est-ce qu'on peut les motiver pour qu'ils donnent leurs avis en ligne? Une très très bonne question, Yonka. Ouais. Vous avez encore des marques aujourd'hui, ça existe toujours, qui donnent un incentive contre un dépôt d'avis, peu importe le canal sur lequel l'avis est déposé. Ça, c'était une pratique qui était bien il y a 5-10 ans. Or, aujourd'hui, toutes les études ont prouvé qu'en fait, la valeur d'un avis, la valeur organique d'un avis, a beaucoup plus de poids quand c'est la personne elle-même qui vient déposer l'avis. Donc, il y a deux contextes. Soit je vous dis, je vous donne 10% si vous me déposez un avis. Ou, comment s'est passée votre expérience, venez déposer un avis. Les personnes qui viendront déposer un avis sont vos réels ambassadeurs, ou peut-être les clients frustrés que vous retravaillez a posteriori, mais la valeur de cet avis a beaucoup plus de crédibilité pour votre entreprise. Et au passage, vous coûte moins cher, puisqu'il n'y a pas de bon de réduction à donner. Donc, comment les motiver? Pour répondre à la question de Yonka, ça va être, tout va être question de timing, de quel ton de voix vous utilisez pour les inviter, l'engagement qu'il y a eu, est-ce que ça s'est bien passé? Donc, ces variables vont faire que le retour sera plus important. Mais surtout pas ne pas tomber dans le trap de se dire je vais donner une réduction contre un avis. Il y en a qui le font et vous le verrez très souvent. Si vraiment vous voulez une communauté engagée, c'est comme si vous payez des likes finalement pour votre page Facebook. C'est exactement pareil. Plus les clients sont engagés, plus ils auront envie de déposer un avis. Donc j'espère avoir répondu la question de comment collecter. Non, c'est un point de vue très intéressant, le fait de déconseiller de faire payer en fait pour les avis en ligne. Et Romain et Christophe, soyez transparents. La question de Yonka là-dessus, sur comment on peut faire pour inciter les gens à laisser leur avis en ligne. Après, si on est dans un commerce physique, pour le coup, pourquoi pas mettre un petit QR code, une petite carte de visite dans le sachet en disant laissez-nous un avis. Enfin, on le voit aujourd'hui dans quasiment toutes les boutiques dans lesquelles on va. Il y a des petites choses qui nous permettent de simplifier les trucs. Laissez-nous un avis dans Google. Moi, je trouve que la petite carte qu'on peut mettre dans le petit sachet, c'est un truc qui marche. Enfin, moi, j'ai des clients qui ont du physique et du numérique et qui font ces choses-là. Alors, et en général, ça peut apporter des choses. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que lorsqu'on veut laisser un avis d'une manière générale, souvent on se dit il faut que j'aille sur mon ordinateur, il faut que j'aille sur mon téléphone, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai que l'idée du QR code, c'est quelque chose qui est complètement pertinent parce finalement, en un scan, on peut laisser un avis. Et c'est vrai que souvent, ça peut être un obstacle justement pour les gens de manifester en fait, voilà, ce qu'ils pensent réellement soit du service, soit du produit, soit de la marque. Enfin voilà, l'idée c'est juste ça. Ce que vous dites, en fait, il y a la simplicité de la collecte. Il y a la simplicité de la collecte et il y a deux moments de collecte. Il y a la collecte automatique,
D'accord, donc j'achète sur votre boutique en ligne, je suis déjà identifié. Et la partie, dans le cas où j'allais en boutique physique et on me motive, on me pousse à aller déposer un avis, c'est ce qu'on appelle une collecte organique. D'accord, il faut venir spontanément. Donc, quel est le parcours client pour venir déposer l'avis? Est-ce que c'est simple ou ça l'est pas? Donc là, encore une fois, c'est des stratégies à discuter pour optimiser votre image en ligne, simplement. J'allais y venir justement à Béranger, cette question justement de l'accès, de la facilité en fait pour le dépôt d'avis, elle est vraiment absolument essentielle. Je pense à Uber notamment, qui propose toujours après chaque course de laisser vraiment un avis de façon très intuitive finalement, et c'est ça qu'il faut bien sûr mettre en avant, j'imagine. Pour vous donner un exemple, on avait collaboré avec une entreprise qui faisait de la location de voitures en Espagne. Dès le dépôt, en fait, le retour de la voiture, ils envoyaient sous 1 heure une demande d'avis. Et ils avaient un taux de retour astronomique. Mais pourquoi, en fait? Parce que les clients, ce qui se passait, rendaient la voiture et ils allaient attendre à l'aéroport dans la queue le temps de prendre l'avion. Donc, en fait, le timing était parfait. Donc, pensez aussi au timing. Quand est-ce qu'on invite? Tout à l'heure, l'exemple dans le jardinage est parfait. J'achète un produit maintenant, mais ça va peut-être me prendre 6 mois pour avoir un résultat. Donc, si je suis invité tout de suite à évaluer le produit, ça ne donnera aucun sens. Si je suis évalué dans 6 mois, ça donne du sens. Donc, le taux de retour sera impacté aussi. Parfait. Eh bien, on touche à la fin de notre table ronde, notre discussion sur l'e-réputation. Merci infiniment à vous, nos experts, Christophe, Erwan, Béranger, pour vos conseils précieux et vos pensées sur le sujet. Je pense que ça a bien permis d'aiguiller en fait nos participants qui sont très reconnaissants en fait de votre intervention. Et puis merci aux participants aussi, bien sûr, de nous avoir suivis, mais aussi d'avoir envoyé les questions qui vous préoccupent. Je vous rappelle que cette table ronde sera disponible en replay. Nos organisateurs vont vous envoyer un mail dans quelques jours. Vous pourrez donc y avoir accès à nouveau. Et puis, n'hésitez pas, Flora, donc à envoyer ici les coordonnées LinkedIn de tous nos intervenants, Christophe, Béranger et Erwan. N'hésitez pas à les contacter directement si vous le souhaitez pour poursuivre le dialogue, bien entendu. Et c'est aussi la fin, bien sûr, de notre journée, de notre sommet digital 2022. Et merci Charlotte. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Un petit désolé quand même pour ces problèmes de connexion qui ne sont parvenus qu'à la fin quand même de cette journée qui s'est vraiment bien déroulée avec beaucoup de débats sur la façon dont on peut enrichir ce parcours client, alors que c'est vrai qu'on sort de la pandémie, les gens retournent en magasin, on voit la place de l'e-commerce peut-être qui change aussi de fait. Voilà, beaucoup d'interrogations et de questions alors qu'on change de paradigme à nouveau. En tout cas, merci infiniment à vous, experts, participants, pour cette belle journée. Et je vous souhaite à tous une excellente continuation. Merci bien sûr aux organisateurs de ce sommet, bien sûr, Payplug et Sendinblue.